Hey, semaine à Javivinto. Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Ce qui était de l'ordre des confidences est devenu une information sur la place publique. Donc, le coût de l'électricité a connu une augmentation de 13%. Et avant même qu'on ne procède à cette augmentation-là, il y a eu une première rencontre, il y a 1 an ou 1 an et demi, avec le gouvernement qui a été créé. Les ministres, les 2 ministres qu'on a nommés au niveau des mines et de l'énergie, donc M. Eklo et M. Kakati, ont fait une réunion avec le personnel de la CET, au cours de laquelle ils ont dit que la situation de la CET est devenue de plus en plus intenable et qu'il fallait faire des réformes assez approfondies. Quelques dizaines de mois plus tard, dans la foulée des changements constitutionnels pour la 5e République, avec la nomination de président honorifique que personne n'a encore vu jusqu'à présent, entre parenthèses, votre président il est où? Qui l'a encore vu depuis sa première sortie? Vous l'avez vu? Il est où? Le président. Le président honorifique, il est où? Quelqu'un l'a vu? Il est toujours dans son quartier avec sa Nissan et les émigrants comme motard, ou bien on lui a trouvé une villa quelque part. Il est où? Il va travailler où? Depuis là, vous l'avez vu? Depuis le 3 ou le 4, il est encore apparu quelque part? Bon, on le trouvera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il est le président le plus fantomatique que je n'ai jamais vu. Quand tu es président, c'est dans le sketch des Gou là, où il y a Abbas, le Messi Barbu là, qui voulait aller aux élections présidentielles, qui dit « Moi Abbas, président !» Moi Abbas, président! Il était avec les Djangonais, tout ça là. Il dit « Moi Abbas, président! Vous imaginez, président !» Donc, normalement, quand tu es président, c'est un poste tellement important et fier que tu devais sortir pour exercer ton pouvoir. Tu ne vas pas rester caché chez toi. Tu devais normalement sortir pour exercer le pouvoir qu'on t'a donné, même si le pouvoir est limité, au moins tu dois sortir pour qu'on sache que tu es président. Maintenant, nous cherchons le président en plein jour, avec la torche, on ne le voit pas. Bon, il semble qu'il est là, c'est tant mieux. Bonjour monsieur le président. On ne voit que le PC. Non, il ne faut pas appeler PCM, hein. Ils disent que ce n'est pas PCM. On ne veut pas entendre ministre dans son poste. On dit PCR, président du Conseil de la République. Avant, ils avaient dit PCM. Maintenant, comme ils voient que PCM là, c'est un peu... ça diminue un peu la fonction. Ils ont dit, ah, c'est PC maintenant, président du Conseil de la République. Donc, eux-mêmes ne savent pas la vraie dénomination qu'il faut. Tantôt ils disent PC, tantôt ils disent PCM, maintenant ils disent PCR. Bientôt ils vont dire PCK ou PTC, je ne sais pas quoi. Donc, ils se cherchent le vrai nom sur lequel il faut l'appeler. Peut-être bientôt, on va nous dire que désormais, ce n'est pas PC, PCM, ce n'est pas PCT, mais c'est PCRT ou quelque chose comme ça. Mais il faut qu'il y ait président dans son nom, mais il ne faut pas qu'il y ait ministre. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est le premier des ministres. Vous savez, les premiers ministres, généralement, c'est le premier des ministres. Hein. C'est un Camerounais qui a défini ça. Il dit, c'est quoi un premier ministre? C'est des gens qu'on met quelque part, et puis qu'on appelle le premier, il arrive, c'est lui le premier ministre. Donc lui, il ne veut pas être rabaissé à ce niveau-là. Donc il veut s'appeler PC. Donc eux-mêmes, ils ont fait la constitution. Tous les jours que Dieu fait, ils enlèvent des mots dedans. C'est ce que le Togo est devenu. Donc... je ferme la parenthèse du président fantomatique qu'on ne voit pas toujours. Et donc je reviens sur la question de la société. Et donc, dans la foulée de tout le remue-ménage constitutionnel, le ministre de l'énergie est allé voir les députés de UNIR pour leur présenter la situation catastrophique de la société et les informer que ils vont procéder à une augmentation
dans les jours qui viennent. Et il a donné des éléments de langage à ces députés-là d'aller défendre sur les médias l'augmentation. Donc d'ici la semaine prochaine, si vous voyez des députés envahir les radios pour défendre l'augmentation du coût de l'électricité, c'est qu'ils ont été déjà préparés en amont par le ministre de l'énergie qui leur a donné les éléments de langage qui doivent leur servir à justifier cette augmentation de l'électricité. Et donc, ce que j'avais annoncé est arrivé et patatras, tout le monde est étonné, les gens sont offusqués, les gens sont énervés, ça va dans tous les sens. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous parlions de la sûreté. Je suis l'un des rares journalistes avec d'autres confrères qui avons fait des dossiers énormes sur la sûreté. Je n'ai cessé de faire des dossiers sur la sûreté quand j'étais au Togo, que ce soit dans le journal papier, que ce soit dans l'autre journal, ou depuis que je suis parti du Togo, dans les lives. L'année surpassée, rappelez-vous, j'ai parlé de la Benjamin du gouvernement, Myriam Aziablé, comment elle saignait la sûreté. Comment elle a fait créer des projets qui n'ont rien donné, les tricycles qui doivent servir à aller brancher les courants, qui sont abandonnés dans l'ancienne, au siège de la sûreté. Je ferme la parenthèse du président fantomatique, qu'on ne voit pas toujours. Et donc, je reviens sur la question de la sûreté. Et donc, dans la foulée de tout le remue-ménage constitutionnel, le ministre de l'énergie est allé voir les députés de UNIR pour leur présenter la situation catastrophique de la sûreté et les informer qu'ils vont procéder à une augmentation dans les jours qui viennent. Et il a donné des éléments de langage à ces députés-là d'aller défendre sur les médias l'augmentation. Donc d'ici la semaine prochaine, si vous voyez des députés envahir les radios pour défendre l'augmentation du coût de l'électricité, c'est qu'ils ont été déjà préparés en amont par le ministre de l'énergie qui leur a donné les éléments de langage qui doivent leur servir à justifier cette augmentation de l'électricité. Et donc, ce que j'avais annoncé est arrivé et patatras, tout le monde est étonné, les gens sont offusqués, les gens sont énervés, ça va dans tous les sens. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous parlions de la sûreté. Je suis l'un des rares journalistes avec d'autres confrères qui avons fait des dossiers énormes sur la sûreté. Je n'ai cessé de faire des dossiers sur la sûreté quand j'étais au Togo, que ce soit dans le journal papier, que ce soit dans l'autre journal, ou depuis que je suis parti du Togo, dans les lives. L'année surpassée, rappelez-vous, j'ai parlé de la Benjamin du gouvernement, Myriam Aziablé, comment elle saignait la sûreté. Comment elle a fait créer des projets qui n'ont rien donné, les tricycles qui doivent servir à aller brancher les courants, qui sont abandonnés dans l'ancienne, au siège de la sûreté. Si la technique le permet, si on a ces tricycles-là, je vais vous les montrer. Comment est-ce qu'on avait investi beaucoup d'argent, 300 millions, 400 millions dans des projets qui n'ont pas été accomplis et que l'argent a disparu. Même cette ministre-là, la petite du gouvernement-là, la sûreté a débloqué de l'argent, beaucoup d'argent, pour aller installer un groupe électrogène à son domicile. Donc, on a augmenté le coût de l'électricité et M. Amouzou Peto, qui était un ancien directeur adjoint de la sûreté dans les années 2013, et je rappelle que ce monsieur n'est pas, M. Amouzou Peto, ce n'est pas un baron du régime, c'est un expert en finance, c'est un banquier, il a fait la BCAO d'ailleurs, qui a été, je pense, sollicité venant du secteur privé pour venir redresser la sûreté à l'époque. Et donc, il a fait son expérience, il a été confronté à des difficultés en interne et ils ont dû partir. Je pense qu'il n'était pas le seul. Et depuis qu'il est parti de la sûreté, c'est quelqu'un qui est d'un certain âge, il est un grand consultant international sur les questions de finance, d'énergie et tout ça. Donc, je pense qu'il est d'un certain âge. Donc, c'est pas quelqu'un qui est du régime, mais c'est quelqu'un qui est venu apporter son expertise. Ça n'a pas marché, il est parti, il est retourné dans son coin. Et donc, depuis
qu'on a lancé cette histoire d'augmentation du cours, que ça a été matérialisé, il a fait plusieurs sorties. Et les gens ne commencent pas à dire, ah oui, il était où avant, pourquoi il n'avait pas agi avant. Mais c'est des gens, c'est quelqu'un qui écrivait depuis sur la CET, sur sa page Facebook. Moi, je regardais sa page Facebook depuis longtemps. Il écrivait, il dénonçait, il interpellait Faure Gnassingbé depuis longtemps sur sa page Facebook, sur les dégâts que la CET, qui se passait à la CET. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il dénonçait les faits. Donc, moi, ce que je tire de ce qu'il a écrit, je vais vous le résumer avant que moi-même, je ne vous dise ce que je pense de la CET. Sa sortie, comme il a toujours fait depuis des années, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Il met sur la place publique les réalités, les sombres réalités de la boîte, ce qui se passe à l'intérieur de la CET. Parce qu'il y est resté, il connaît la boîte, il connaît les pratiques, et comment les gens gèrent la CET. Donc, il nous dit de façon substantielle que par rapport à ces réalités-là que lui décrit, l'État à l'heure actuelle n'a pas besoin d'augmenter le coût de l'électricité. Au contraire, l'État a besoin d'assainir le secteur. En assainissant le secteur, l'État peut valablement engranger des ressources pour combler ne serait-ce que le vide ou les pertes que la CET bénéficie, que la CET crée. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est la trame de sa sortie. C'est vrai qu'il a mis le doigt sur certains ministres véreux qui ont détruit, qui ont participé à détruire la CET, qui sont toujours qui sont toujours des ministres proches de Faure Gnassingbé ou qui sont ses conseillers. On les connaît, on sait ce qu'il est en train de doiter. Je vais les citer bientôt. Moi-même, je prends la responsabilité de les citer. Je les ai toujours cités, je vais les citer. Mais lui, il le dit à mots voilés. Nous connaissons ces gens-là, ceux qui ont participé à saquer la CET, à saquer le secteur de l'énergie au Togo et à s'enrichir de manière insolente et à narguer les Togolais. Nous les connaissons. Donc, en réalité, l'exercice auquel il nous a soumis, c'est pour aider plutôt le gouvernement. C'est pour ça qu'il parle. Il dit la CET n'a pas besoin, je résume, la CET n'a pas besoin d'augmenter les coûts pour les tarifs. Au contraire, sous les conditions suivantes, la CET peut être mieux gérée. On n'aura pas besoin d'augmenter les tarifs, mais de les baisser plutôt. Il dit, on peut même baisser les tarifs. Parce que dans la région, le Togo est quand même celui qui pratique l'un des tarifs les plus élevés. Donc lui dit, on peut même baisser les tarifs. Si la CET était mieux gérée et assainie, on peut baisser les tarifs. Donc on n'a pas besoin de les augmenter. Il dit, le personnel et la direction de la CET ne doivent pas dormir sur leur laurier. Il a dit plusieurs fois. La CET ne doit pas acheter du gasoil à la pompe avec des marges commerciales chez Cap, Togo, chez Total, chez je ne sais pas, Shell, je ne sais pas quoi. Vous imaginez que la CET va chercher le carburant à la pompe pour faire tourner cette turbine. Vous savez que la CET utilise je pense 3 catégories ou 4 catégories d'énergie. L'énergie hydroélectrique, donc à partir des barrages, l'énergie thermique, donc à partir de contour global qui utilise à la fois le gasoil le gasoil ou le gaz avec la centrale Tekeli. Et vous avez aussi l'énergie solaire. Je ne sais pas si le Togo, la CET reçoit de la production de l'énergie solaire à partir de la centrale de Brita, mais ce sont les matériaux de première catégorie que la CET utilise pour produire l'électricité. Donc, sur la question du carburant, mais il dit que non seulement la CET n'a pas besoin d'aller acheter le carburant à la pompe, mais il dénonce ceux qui pendant longtemps, dans les commandes du pétrole, ont fait du faux. La question des Adjacli revient ici. Ils n'ont pas fait du faux seulement dans la commande du pétrole, puisque c'est eux qui commandaient le carburant pour ravitailler et distribuer sur l'ensemble du territoire. C'était le réseau Adjacli qui le stockait à la STCE, à la STE là-bas, ou non, c'est eux qui stockaient le carburant, mais ils faisaient aussi des magouilles sur le taux du dollar. Il dit aussi la même chose. Vous savez que le dollar, le dollar que nous utilisons de façon ordinaire est différent parfois du dollar douanier. Le dollar au cordon douanier, le taux est différent. Et le rapport des inspecteurs d'État sur le pétrole Gate a relevé tous ces aspects.
la manière dont les Adjakli, ils utilisaient le dollar, ils commandaient les trucs en dollars, ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ils jouaient sur le dollar pour gagner beaucoup d'argent. Vous imaginez quand les gens commandent 100 000 litres de carburant, 1 million de litres de carburant, s'ils gagnent 2 centimes, 3 centimes sur le dollar, vous imaginez combien de millions ils gagnent? Ils notent ça. Donc, le scandale du pétrole Gates que j'ai dénoncé, dont les gens se sont réjouis quand on a condamné certains individus de certains partis politiques qui ont dansé, qu'on a condamné Ferdinand, ça nous rattrape. On est tous dedans aujourd'hui. Quand vous êtes incapable dans vos partis politiques de réfléchir, de faire des enquêtes, quand les journalistes font un travail sérieux, quand vous n'aimez pas la tête des journalistes parce que de temps en temps vous critiquez, vous souhaitez qu'on coupe la tête des journalistes. Aujourd'hui, vous êtes tous rattrapés. C'est tant mieux. On va subir. Quand les cours du pétrole sont à la baisse, ça aussi, ça concerne les Adjakli, il dit que, je résume toujours, il dit la société doit donner ses besoins en carburant directement à l'État. Et c'est à l'État d'importer le pétrole. Et non à la société d'aller l'acheter à la pompe chez Total ou chez Cap Togo. Il dit, quand les cours du pétrole sont à la baisse, comme c'est le cas aujourd'hui, sur le marché international, la société doit réagir. Si les cours atteignent des niveaux qui permettent de tourner contre tout global, bien au moins cher avant. Après ça, il reste les points qui fâchent. Il faut laisser les agents de la sécurité faire librement leur contrôle de fraude au compteur. Vous connaissez la question de la fraude au compteur, notamment, pas seulement chez les particuliers, mais les industriels. Et il parle et il évoque un aspect important, les transformateurs, que les industriels trafiquent, parce que ces transformateurs-là, les industriels en ont assez. Donc, il dit, je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux, et peu de fois font perdre à la société chaque année 20 milliards de francs CFA. C'est une estimation qu'il a faite en 2013. C'est-à-dire, en 2013 déjà, la fraude au compteur faisait perdre à la société 20 milliards par an. Estimons que de 2013 à ce jour, il y a eu plus d'industrie dans notre pays. Il y a plus de secteurs industriels dans notre pays. La paix est venue. On a augmenté les capacités de la zone franche. Donc, des capacités de fraude au compteur. Il dit, la société doit obtenir des fabricants de compteurs, des logiciels, qui permettent de détecter sur chaque compteur le montant exact des fraudes et les dates auxquelles ces fraudes ont été perpétrées. Comment est-ce qu'une société qui fait beaucoup d'argent comme la société ne peut pas acheter des logiciels de ce genre pour contrôler la fiabilité de ce qu'il vend aux prestataires, à ses clients, et de vérifier les choses? Rien du tout. Enfin, il dit, je l'ai toujours puisé, il dit, je supplie la direction de la société de prendre les dispositions pour séparer les postes de transformateurs des entreprises pour les sociétés et pour que les sociétés n'accèdent plus à la partie réservée à la société pour perpétrer les fraudes. Et dire que ce sont les agents irresponsables de la société qui aident ces entrepreneurs véreux à construire ces postes de transformation non conformes aux normes de la société et aux normes internationales de sécurité. Ce faisant, la société récupérera un minimum de manque à gagner de 20 milliards de CFA par an. C'est seulement à ces conditions que la société peut relever la tête. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a dirigé ses sorties contre personne. Il a fait un diagnostic que nous tous nous pouvons faire. La chance que lui a eu, c'est qu'il a fait la boîte, il connaît les réalités, il connaît les chiffres, il connaît les données. Maintenant, on laisse de côté M. Amousou-Peto. Revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Et situons les responsabilités. Je disais tantôt que pendant 60 ans ou pendant plus de 50 ans, les Togolais ont dépensé pour soigner les Nyasingbe, pour les entretenir. Les Nyasingbe au Togo sont comme des rois. C'est l'État qui les entretient, c'est les contribuables qui les entretiennent, c'est les Togolais qui subviennent à leurs besoins, en tout cas la plupart. Et ils vivent sur le dos de la République. Faure Nyasingbe est le président, jusqu'à la dernière, avant qu'il ne devienne PC ou PCM, pendant 20 ans, il est le président de la République. De vous à moi, est-ce que nous connaissons une résidence de fonction de Faure Nyasingbe? À part la présidence de la République, que ce soit à Kégué ou au bord de mer,
Est-ce que nous connaissons la résidence de fonction du président de la République? En temps normal, dans un pays organisé, le président de la République a une résidence de fonction. Le jour où il n'est plus président, il libère la résidence de fonction pour son successeur. On a déjà le cas des premiers ministres. Quand on nomme un premier ministre au Togo, ils ont une résidence de fonction, je pense à la cité OUA. Il y a Komla Mali qui était là-bas, il y a Boibo qui a été là-bas, il y a Klassou qui a été là-bas, il y a Tomega qui a été là-bas. Il y a une résidence de fonction du premier ministre à la cité OUA. Est-ce que nous avons une résidence de fonction pour le président de la République au Togo? On n'en a pas. Nous sommes tous d'accord qu'on n'en a pas. Alors, à partir de ce moment-là, parce que s'il y avait une résidence de fonction du président de la République, on sait jusqu'à quelle proportion l'État prend en charge ses besoins en électricité. Macron a une résidence de fonction. Et Trump a une résidence de fonction. Le président égyptien a une résidence de fonction. Le président sénégalais a une résidence de fonction. Le président ghanéen a une résidence de fonction. Donc on sait si le président a une résidence de fonction, combien on dépense pour sa résidence de fonction. Ce sont les privilèges liés à la fonction qu'il exerce. Président de la République, tous ses besoins dans sa résidence de fonction sont pris en charge. S'il a une résidence secondaire, c'est aussi pris en charge. En dehors de ça, le reste, c'est à sa charge. Parce que l'État, la République, ne peut pas prendre en charge indéfiniment un président dans tous ses besoins. Donc, il se fait qu'au Togo, le débat que je suis en train de mener là, ce que je suis en train de dire là, c'est une question très profonde. C'est une question de gestion de l'État. Ça recoupe plusieurs aspects. Ceux qui ne comprennent rien, ne venez pas vous mélanger ici. Ici, on parle des gens qui ont été à l'école, pas des gens qui sont allés vers l'école. Nous parlons de la gestion d'un État. Et comment est-ce que les gens qui ont la responsabilité de diriger un État, comment ils sont entretenus par l'État, donc les contribuables que nous sommes. Donc, un président de la République, il est pris en charge dans l'exercice de ses fonctions. Donc, on doit connaître sa résidence de fonction. Donc, si on connaît sa résidence de fonction, on sait que l'État prend en charge l'eau, le téléphone, l'entretien, l'Internet, la sécurité. S'il a une seconde résidence, l'État le prend aussi en charge. À partir de la troisième résidence, on peut dire l'État ne prend pas ça en charge parce que c'est pour lui, c'est privé. Parce que la République, l'État, les contribuables ne peuvent pas se saigner pour entretenir un chef d'État indéfiniment, sans limite. C'est pour ça que dans tous les pays, la Cour des comptes attire l'attention du président quand il dépasse la limite des fonds qui sont mis à sa disposition. Par exemple, en France, la Cour des comptes attire l'attention de Macron quand il dépasse les limites des dépenses qu'il ne doit pas faire. On l'interpelle directement en disant, vous êtes en train de dépasser le seuil qui vous a été fixé. Si vous avez 10 millions d'euros par an, si vous commencez par arriver à 9 800 000 €, on commence pas à vous interpeller parce que vous êtes en train de dépasser la norme. Au Togo, personne ne connaît la résidence de fonction de Faure Gnassingbé. Il a sa maison à la résidence de la caisse. Quand il est devenu président, il a agrandi sa maison en achetant les voisins. C'était pour des raisons de sécurité, d'accord? Donc, c'est sa résidence principale. Après, il a aménagé la résidence de son père, Lomé II, qu'il a incorporé dans les biens que l'État doit entretenir. C'était la résidence de son père. Donc, le statut qui est là-bas, personne ne connaît. Mais il a intégré ça dans les résidences que l'État entretient. Parce que toutes les factures de l'eau, de l'électricité, tout ce qu'on dépense à Lomé II là-bas, c'est pris en charge par l'État. Donc, nous, les contribuables. Ça fait deuxième résidence. Nous allons prendre les résidences de Faure une à une pour que nous faisons le calcul de ce qu'il coûte à l'État en tant que président. Donc, on a Lomé II qu'il utilise, qu'il a rénové, qu'il a réaménagé, où ils ont mis beaucoup de moyens. Donc, c'est la résidence de son père. On ne connaît pas quel est le statut que cela a, mais il intègre dans les biens que l'État entretient, résidence de son père. À
À côté de Lomé 2, il a construit un grand domaine qu'il construit depuis 15 ans, qui n'a jamais fini. J'ai une fois publié la photo de ce domaine-là. C'est à côté de Lomé 2. C'est presque sur 3 hectares, je ne sais pas combien. C'est un grand domaine. Il n'a jamais terminé ça. Mais là-bas aussi, on utilise l'électricité. 3e résidence. Écoutez-moi très bien. Après, vous avez Kakaveli. Son petit château qui est à Kakaveli. À côté de Kakaveli, là-bas, là où il y a le poste de Togo Télécom. C'est aussi une résidence qui consomme l'électricité 24 heures sur 24. Il y a des meubles là-bas qu'on ne doit pas. C'est une grande résidence. Il y a les militaires là-bas. Ça fait 4e résidence. Nous sommes toujours dans la capitale. Hein? Ça, c'est Fort Gnassingbé. Ça fait 4e résidence. On est dans la capitale. Quand vous arrivez à la caisse, la résidence de la caisse, vous voyez la pharmacie Yembla. En face de la pharmacie Yembla, il y a une villa qui a l'allure d'une villa banale, mais qui est construite avec une architecture qui ressemble un peu au sommet à un échafaudage de station d'essence, juste en face de la pharmacie Yembla. L'entrée de cette villa est à l'intérieur. C'est une villa qui a été construite par Togocel ou Togocom au temps de Acha Dedi. Pratiquement, ils ont mis presque plus d'1 milliard pour construire cette maison. C'est une maison qu'ils ont achetée chez un particulier, 2 maisons, ils ont cassé, ils ont construit, ils ont mis des souterrains. Comme à la caisse, on ne fait pas en hauteur, ils ont mis du souterrain. Quand Denis Sassou Nguesso, tout ça, les gens là viennent, c'est là-bas ils restent. C'est aussi une résidence de Fort Gnassingbé qui est entretenue, carburant, tout par l'État, entretien. Vous allez à la plage. Vous allez à la plage. En face de... juste avant Onomo, après le restaurant chinois, avant Onomo, sur la ligne là-bas, avant Onomo, avant le début de la clôture du ministère de la Sécurité, il y a une résidence qui est là-bas, qui est une ancienne résidence de l'OTP. Une ancienne résidence de l'OTP qui est devenue une propriété de Fort Gnassingbé. Je ne sais pas par quelle alchimie. Elle s'ouvre sur la voie, mais c'est une résidence assez discrète. Avant, il logeait des amis là-bas, il recevait les gens là-bas. Là aussi, il y a l'électricité qui tourne 24 heures sur 24. D'accord? Bon. Il y a plein d'autres villas qui sont à la caisse, qui sont à la cité du Millénium. Parfois, c'est des villas qui sont affectées aux étrangers qui viennent, aux marabouts, aux journalistes qui font du travail, à certains journalistes qu'on utilise pour traquer les gens sur les réseaux sociaux, et c'est pas aux individus qui font dans la cybersécurité, les Israéliens. Il y a plein de villas comme ça qui sont à la caisse. Et il y a certaines villas même, s'il y a des lieux de détention, c'est à la caisse. On utilise l'électricité. Personne, on ne sait pas qui paye. On continue. Donc, quand on quitte Lomé comme ça, on va à Agou. On va à Agou. À Agou, sur le flanc de la colline, vous avez une magnifique résidence de Fort Gnassingbé qui trône sur la montagne de cette préfecture-là, la préfecture elle-même est dans un ancien immeuble allemand ou français. Il n'y a aucune infrastructure, mais il a une grande résidence là-bas qui est desservie par 3 voies ou 4 voies. Elle est alimentée tous les jours en électricité. Qui paie la facture? Point d'interrogation. 24 heures sur 24. Elle est alimentée à Takpamé, derrière la direction de la Sotoko. Il fut un moment où on a construit une résidence là-bas. Je ne sais pas si c'est totalement à lui ou bien il y a une résidence là-bas qui a été construite. Quel est le statut de la résidence? Personne ne sait. Vous quittez là-bas, vous arrivez à S-Mono et la Bagnon. S-Mono et la Bagnon. L'ancienne résidence de Adema qui était construite à côté de sa ferme, qu'il a rénovée à coût de centaines de millions. C'était budgétisé dans la loi des finances, le budget de la présidence. Quand vous prenez le budget de la présidence, vous avez les détails de toutes ces résidences qui sont entretenues par la présidence, qui sont des résidences dont on ne connaît pas les statuts. Est-ce que c'est des résidences privées du Fort Gnassingbé? Est-ce que c'est des résidences de son père? Est-ce que c'est des résidences de je ne sais qui? Si ce sont des résidences de son père n'est plus vivant. Pourquoi nous continuons pas à payer leur entretien? Si ce sont ces résidences à lui, il en a besoin de combien? Pourquoi nous continuons pas à entretenir tout ça? Donc,
à El Avagnon là-bas, un grand domaine, entretenu 24 heures sur 24, courant, électricité, l'eau, tout. Internet, c'est à la charge de qui? Point d'interrogation. Vous continuez, vous arrivez à Kara. L'ancien château de Yadema, à Pia, il utilise. En face, il a construit notre résidence. Sur la route de Kouméa, il a construit un grand domaine, entretenu, à Défalé, il a construit. Sur la montagne, à Défalé. Sokoré, je ne sais pas, j'ai déjà parlé de Blita. Oui, Blita, il a construit un grand domaine à Blita. Là aussi, l'électricité, 24 heures sur 24. Comment l'appelle-t-on? À Kara. J'ai noté les 3 endroits à Kara. Le château de son père, la résidence qu'il a construite en face, sur la route de Kouméa. Il y a une résidence. J'ai appris que il y a une autre résidence que la dame de la caisse aurait construite aussi pour lui, à Défalé, sur les montagnes de Défalé. Il a construit un chalet là-bas. Vous savez ce qu'on appelle un chalet? Il a construit un chalet dans la montagne là-bas. À Dapon, il en a construit. Alors, j'ai posé tout à l'heure la problématique de la résidence de fonction du président. Je ne suis pas contre que M. Faure Gnassingbé, s'il a de l'argent, qu'il construise 1000 maisons. C'est à lui. Il a le droit de construire 20 000, 30 000, 50 000 maisons s'il a l'argent. Mais de ces 20 maisons-là, combien l'État prend en charge en termes de besoins? De ces 20 maisons, ces 30 maisons, ces 40 maisons, ces 10 maisons, combien de maisons l'État va prendre en charge en termes d'entretien? C'est là le problème. Et ça rejoint la problématique de la déclaration des biens. Parce que, supposons que Faure Gnassingbé perd le pouvoir demain. Il perd le pouvoir demain. Voilà qu'il a construit 13 maisons ou 14 maisons sur l'ensemble du territoire. Si celui qui le remplace, disons par exemple, je ne sais pas, un opposant, si l'opposant aussi doit construire 13 maisons en 10 ans, pour lui seul, l'autre qui vient construire 20 maisons en 10 ans, à quoi va ressembler la République? Donc, nous devons ouvrir le débat sur... Nous devons ouvrir le débat sur ce que nous coûte Faure Gnassingbé en termes d'entretien. C'est vrai, c'est lui le président de la République. En temps normal, il doit payer les impôts, comme tout citoyen. Mais nous devons ouvrir le débat sur ce que nous coûte Faure Gnassingbé en termes de dépenses sur le dos de l'État. Toutes les résidences que je viens de citer là, qui payent l'électricité là-bas, c'est lui ou c'est l'État qui prend ça en charge? Si l'État ne paye pas, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour la société? Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, dans la construction de ces maisons-là, on a obligé la société à doter certaines de ces maisons de groupes électrogènes. Parfois, des groupes ont coûté 100 millions. On dit oui, que le président doit avoir l'autonomie énergétique à tout moment. On a acheté des groupes électrogènes. Alors que la présidence a déjà un budget, on a demandé à la société de débloquer 100 millions, 150 millions pour doter certaines résidences de Faure Gnassingbé de groupes électrogènes. Pas seulement de groupes. On a acheté des inverseurs. Après, on a dit que les inverseurs ne sont pas efficaces. On a acheté des onduleurs. Parce qu'on a dit, le temps où on coupe le courant, le temps que le groupe ne redémarre, les maisons ne doivent pas être dans l'obscurité. On a acheté des onduleurs qui coûtent très cher. Donc, la personnalité de Faure Gnassingbé seul, en tant que chef d'État, nous coûte énormément cher en termes d'entretien. C'est pour ça que je pose la problématique de sa résidence de fonction et de sa résidence secondaire. En temps normal, le président a une résidence de fonction. Les frais d'entretien sont pris en charge par l'État. Il a une résidence secondaire. Les frais d'entretien sont aussi pris en charge par l'État. Le reste, basta, il s'en occupe. Du salaire qu'il gagne et de l'argent qu'il a. On ne peut pas accepter que un chef d'État qui multiplie les maisons dans le pays, les résidences dans toutes les régions, c'est les contribuables, c'est-à-dire vous et nous, qui payons ces factures. Voilà le débat que je pose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que M. Faure Gnassingbé construise des maisons. S'il a l'argent, s'il peut construire 100 maisons au Togo, il a le droit de construire les maisons. Mais à partir du moment où il est chef d'État, nous devons limiter
l'argent que l'État doit dépenser pour l'entretenir. Vous savez, en Angleterre, à un moment donné, il y a eu un débat au Parlement en Angleterre pour limiter les privilèges de la royauté. Parce qu'à un moment donné, il a été constaté à travers les chiffres que la reine, ses enfants, les princes, leurs femmes revenaient excessivement chers au royaume. Et donc, ça mettait en difficulté le trésor public. Donc, on a été obligé, et le palais de Buckingham a été obligé de se séparer de certains châteaux, de les sortir du patrimoine, pour que l'entretien vienne directement d'eux. Alors, d'où vient que chez nous au Togo, les Togolais doivent se saigner pour entretenir toutes les résidences que Fagne Gnassingbé a construites partout, y compris les résidences que son père a laissées, que lui a incorporées dans son patrimoine. Et Yadema, pendant son long règne, a suffisamment volé de l'argent et que dans la succession de ses biens, ses enfants doivent être capables d'entretenir ces maisons qu'il a laissées. Ce n'est pas aux Togolais de continuer par entretenir le Médeux, de continuer par entretenir Elavagno, de continuer par entretenir le château de Pia. Ce n'est pas aux Togolais de faire ça. C'est à la famille Gnassingbé de rouler sur l'argent que leur papa a laissé pour entretenir les biens de leur papa. Mais là, on se retrouve dans un flou total où, en plus de lui-même, ses propres résidences personnelles, je parle de Fagne Gnassingbé, il a inclus dans son patrimoine les résidences que son père a laissées. Et tout ça, c'est nous qui payons les factures. Dans l'Europe médiévale, la société était divisée comme telle que suit. Il y avait ceux qui prient, qu'on appelait les oratores. Donc c'est le clergé, ce sont les hommes d'église. Il y a ceux qui combattent, qu'on appelait à l'époque les bellatores. Ce sont les nobles, les princes, les chevaliers, les seigneurs. Et il y a ceux qui travaillent, qu'on appelle les laboratores. C'est eux les paysans, les tenanciers, les vilains, les serfs, tous ceux qui étaient réduits en esclavage. Avant la Révolution française, la société en avait marre de tous les avantages indus du clergé, de la noblesse. Exactement comme on en voit aujourd'hui au Togo. Parce que ce que les gens ont vécu et qui les a poussés à faire la révolution dans des années dans d'autres pays, il y a 2 siècles, tout ça, on vit la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la structure de notre pays, il y a ce qu'on appelle la minorité pieuse que lui-même a décrit, donc lui-même il a le chef. Il y a tous ceux qui tournent autour du système et il y a la plèbe, ceux qui sont là et qui ont de la peine à boucler un repas par jour. Et c'est la plèbe qui est saignée pour entretenir la minorité pieuse, pour entretenir leurs factures, entretenir leur maison, entretenir leur billet d'avion, entretenir leur maîtresse. On a abouti à quoi? On a abouti à la Révolution en 1789, à la prise de la Bastille, à l'arrestation du roi, des princes, à leur exécution, à la confiscation de leurs biens, à la confiscation des biens du clergé. Aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des châteaux en France, en tout cas une grande partie des châteaux, que ce soit le château de Versailles, les plus grands châteaux, le château de Sceaux, tout ça, c'est des châteaux qui appartenaient à des princes, qui ont été saisis par le peuple après la Révolution, et qui sont aujourd'hui inscrits dans le patrimoine du pays. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Nous vivons les mêmes choses. Où Fagne Gnassingbé, avec toute sa famille, un grand monarque, il est au-dessus. Il bénéficie de tous les privilèges et le peuple qui a fait continue de l'entretenir. Je viens de lister toutes les résidences de Fagne Gnassingbé, celles qui sont connues comme celles qui ne sont pas connues. Dites-moi qui paie les factures de ces résidences-là. Ce sont les contribuables. Est-ce que le peuple togolais doit payer les factures de 2 résidences de Fagne Gnassingbé, de 3 résidences, de 4 résidences, de 5 résidences, de toutes ces maisons-là? Combien l'État prend en charge et combien lui-même il doit prendre en charge? Parce que quand on parle de l'État, c'est nous. Il est président de la République, d'accord. Mais de toutes les résidences qu'il a,
combien l'État entretient, combien lui-même doit entretenir. Il ne peut pas mettre l'entretien de toutes ces résidences dans la cagnotte de l'État. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il construit une maison quelque part, c'est l'État qui prend l'entretien de la maison en charge. Ce n'est pas normal. Donc, vous avez le premier citoyen du pays, Faure Gnassingbé, qui a multiplié les résidences sur l'ensemble du territoire, qui ne paye pas ses factures. C'est l'État qui prend en charge, donc c'est vous et moi. Donc c'est un manque à gagner pour la société. Vous avez jusqu'à une récente période, Madame Badanyaki, je ne sais pas si elle est encore au camp, mais dans une certaine période, une récente période, elle était au camp hérité. Le camp hérité, c'est la résidence. C'est la résidence de fonction des Yadémans. Parce que le camp hérité, c'est un domaine public. C'est un domaine qui appartient à l'État. Mais les Gnassingbé en ont fait leur propriété privée. Madame Badania qui est là-bas, dans la loi des finances, il y a cela 4 ans ou 5 ans, vous voyez les détails de la loi de finances à la présidente. Vous voyez qu'on débloque 100 millions quelque part pour entretenir Madame Badania qui est là-bas. Elle vit là-bas avec ses enfants. Il ne paye ni électricité, rien du tout. Quel est le statut de Madame Badania qui est aujourd'hui au Togo? Elle est première dame. Même si elle est première dame, c'est l'État qui prend en charge ses factures d'électricité. Impossible. Donc, voilà un autre aspect. Maintenant, vous prenez les membres de la famille Gnassingbé. Avant le clash entre Kwacha et Faure, avant, c'est la présidence qui payait toutes les factures des enfants Gnassingbé. C'est pour ça que je dis, c'est nous qui entretenons les Gnassingbé depuis des années. C'est la présidence qui payait leurs factures. Je pense que depuis qu'il y a eu des problèmes entre eux, d'autres ont été contraints maintenant de payer leurs factures. Mais avant, c'est la présidence qui payait leurs factures. Tous leurs factures. Maintenant, on laisse de côté les Gnassingbé. Les maîtresses de Faure Gnassingbé, qui payent leurs factures. Les Sinan Lawson, les Amorin, les Ingrid, les quoi, autant qu'elles sont là. Qui paye les factures? Qui paye leurs factures? Qui paye ça? La société va là-bas pour demander de payer les factures. Les agents de la société vont chez eux. Les Béguédou, tout ça là, qui paye leurs factures? Je suis en train de vous lister les gens qui sont au-dessus de la loi. Les gens qui sont déjà riches, mais ne payent pas leurs factures. Et c'est les pauvres qu'on contraint de payer les factures. Et c'est eux qui utilisent plus l'électricité que les pauvres. Toutes ces maîtresses-là, qui payent les factures? Continuons. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ils ne payent pas leurs factures. C'est l'État qui paye leurs factures. Jusqu'à une certaine proportion, ils ne payent pas leurs factures. C'est l'État qui paye leurs factures. Reste à savoir si l'État le paye pour la société ou l'État ne paye pas. Les ministres, ils ont un quota qui ne paye pas. Ils ont un niveau de consommation qui est pris en charge par l'État. Même il y a des ministres qui ne sont plus ministres depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. L'État continue de payer à leur place. Ils ne payent pas de facture. Les gens qui sont au gouvernement, vous comprenez pourquoi ceux qui sont au gouvernement depuis 13 ans, 20 ans, ils n'ont jamais vu une facture d'électricité. Parce que ce n'est pas eux qui payent. C'est nous qui payons pour eux. C'est pour ça que les gens se permettent de climatiser leur garage. De climatiser là où leurs chiens dorment. Il m'a été rapporté que dans la maison d'une des maîtresses, le climatiseur tourne 24 heures sur 24. C'est le jour que le climatiseur est tombé en panne que les gens ont su que le climatiseur ne travaille pas, qu'il faut la remplacer. Ça tourne 24 heures sur 24. Tout ça, ce sont les charges pour la République. Maintenant, en dehors de ces gens-là, les villas fantômes, je vous ai dit tantôt, il y a des villas fantômes à Lomé. Il y en a plein qui sont des villas qui sont réservées. Parfois, c'est des lieux de détention arbitraire. Il y en a, j'en connais une à la cité qui est vers le collège protestant là-bas, truffé de caméras, on ne sait jamais ce qui se passe dedans. Il y en a vers Agoué, en allant vers l'échangeur où on détient les gens là-bas. Ce sont des villas.
Il y en a plus partout comme ça dans la ville. Qui paye les factures de ces villas fantômes? Certaines villas servent à loger des marabouts, une année sur une année avec leur famille. Qui paye les factures? Je suis en train de vous décrire ce qui nous coûte la dictature, ce qui nous coûte le régime en termes de dépenses, en termes de charges pour les citoyens. Et vous dire que, en décrivant ces charges-là, vous comprenez que les Gnassingbé sont comme une famille royale que nous entretenons depuis des années. Nous n'avons droit à rien, eux ils ont droit à tout. Donc on a tout ça. Après, on a les casernes militaires. On a les casernes militaires. Les dépenses des casernes militaires sont budgétisées au niveau du budget de l'armée. Est-ce que l'armée paye la sûreté? Jamais. Mais c'est dans les casernes militaires qu'il y a plus de fraude en électricité. Que les gens utilisent l'électricité pour faire du glaçon, le grand bloc de glaçons pour vendre, pour faire tout ce qu'ils font dans les casernes. Les femmes de certains officiers sont devenues des grands commerçants de glaçons, de grands blocs de glaçons. Tout ça sur le dos de la République. Les casernes militaires. Est-ce qu'on paye les casernes paient l'électricité? Les commissariats, les brigades de gendarmerie. Mais il y a un budget pour le ministère. La gendarmerie, les commissariats font partie du ministère de la Sécurité, la gendarmerie aussi. L'armée, c'est les casernes. L'argent qu'on budgétise pour que l'armée puisse prendre en charge les dépenses en électricité. Qui paye ça? Si l'armée ne les paye pas, l'argent la passe où? Qui détourne ça? Tout ça, ce sont des manques à gagner énormes pour la société. Ensuite, les barons qui trafiquent les compteurs. Observez très bien la ville de Lomé. Vous verrez qu'il y a certaines grandes maisons qui ne sont pas branchées par le courant sur le poteau. Il y en a où c'est un câblage souterrain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compteur. Les gars, ils sont branchés directement sur le poteau, mais à travers un câble qui passe dans le sous-sol, dans le sol. Observez un peu Lomé. Si ceux qui ont le coup d'œil, vous allez voir certaines maisons où il n'y a pas de branchement d'électricité à partir du poteau. C'est des gens qui sont branchés directement sur les transfos à partir d'un câble, sous-sol. Il y a un câblage souterrain. Ces gens-là, ils utilisent l'électricité. C'est open bar. Les climatiseurs ne sont jamais éteints. C'est 24 heures sur 24. Ils vivent dans leur chambre comme s'ils étaient en Sibérie. Alors, d'où vient que on veut redresser la sûreté et on n'a pas fait un audit financier, on n'a pas fait un audit des ressources humaines, on n'a pas fait un audit du réseau pour savoir si le réseau est efficace, à quel niveau du réseau on trafique le courant. Et on se lève un matin, on nous donne aucun chiffre. On dit oui que l'État fait 30 milliards de subventions, l'État a construit les centrales Kekeli, Contour Global, centrales de Blika, et que l'État est fatigué de faire la subvention, donc l'État augmente les coûts de l'électricité. Mais c'est de la pagaille. Si l'État faisait la lutte contre la fraude et toutes les consommations impayées, en commençant par Faure Gnassingbé jusqu'au dernier de ses ministres, je suis sûr que la société ne serait pas tombée en faillite. La société n'aurait pas un manque à gagner aussi énorme. Le reste ne serait que des petites histoires. Donc, on ne serait pas obligé de venir obliger les citoyens à payer le coût de l'électricité. Ce que je vous dis là, les faits que je suis en train de vous narrer là, c'est factuel, vous pouvez les toucher. Que quelqu'un vienne ici me dire que nous sommes des citoyens, que nous avons le droit ou bien nous avons le devoir de payer l'électricité dans toutes les résidences que Faure a construites. Ce n'est pas possible. Il est chef de l'État, d'accord. Il a des privilèges liés à sa fonction, d'accord. Il a peut-être droit à faire entretenir 2 de ses maisons, sa résidence de fonction et sa résidence principale. S'il a une 3e résidence, c'est lui-même qui paie la facture. Mais il se fait que lui, il a construit les résidences partout et c'est nous qui payons la facture. Les résidences que son père a abandonnées, c'est nous qui payons les factures. Mais même dans un royaume, on n'est pas aussi choyé que ça. Donc tout ça nous coûte énormément.
Écoutez la République. Après, il faut arrêter tous ceux qui ont été les acteurs des projets qui n'ont pas marché. En commençant par Damipi. En commençant par Damipi. Nous, beaucoup Damipi. Je laisse Faure Gnassingbé de côté. On voit son cas. Mais il a des protégés. Les gens qui l'utilisent, ce sont ses seconds couteaux. Nous, beaucoup d'Amipi. Ce monsieur, si on était dans un pays normal, même la peine de mort ne suffirait pas pour lui. Pour tous les dégâts qu'il a créés au secteur de l'énergie au Togo. Il était un directeur de la société. D'abord, un agent de la société. C'est des gens qui ont fait des BTS dans des universités privées en Côte d'Ivoire. Après, les universités ont disparu. On ne sait même pas si c'est de vraies universités ou pas. On n'a plus de références et qui sont arrivés et qui se sont déclarés ingénieurs et qui ont été embauchés à la société. Lui, Kakati et bien d'autres. De sa position, machin, il est devenu directeur de la société. Damipi a 2 femmes, officiellement. Il en a d'autres. Les 2 femmes ont créé des sociétés qui prenaient des marchés à la société. Les câbles électriques, les poteaux, les transformateurs, les compteurs. Lui-même a d'autres sociétés écrans, mais ces femmes aussi avaient des sociétés. Tout le monde le sait. Les agents de la société le savent. C'est comme ça qu'ils ont commencé par saigner la société quand il était directeur de la société. Ils achetaient des transformateurs qui ne sont même pas efficaces, qui sautaient à chaque grondement de tonnerre, des compteurs défectueux. Ils ont des sociétés comme ça. Après, il est devenu ministre. Quand il est devenu ministre, c'est lui, comme le professeur Ninevi, voulait trop bien regarder dans l'affaire de contour global et que ça ne plaisait pas à Faure Gnassingbé. Il a profité de remaniement, il a envoyé Ninevi aux affaires étrangères, il a amené Damipi comme ministre des mines et de l'énergie. Je rappelle que le ministère des mines et de l'énergie, quel que soit celui qui l'occupe, a toujours été contrôlé par Faure lui-même. Ministère de l'énergie, des mines et des télécommunications. C'est le ministère qui l'occupait quand il est rentré premièrement au gouvernement, au temps de son père. Et depuis, il n'a jamais lâché ces ministères-là. Parce que ce sont des ministères porteurs. Il y a beaucoup d'argent dans ces ministères-là. Donc, les gens qui placent là-bas sont des gens de confiance absolue. Parce que c'est lui-même qui est derrière ces ministères-là. Donc, Damipi est arrivé au ministère de l'énergie. C'est lui qui a organisé toute la magouille autour de Contour Global. Et ce que Contour Global coûte aujourd'hui à la société en termes c'est un crime économique innommable. Cette société américaine de façade qu'ils ont mis devant, quand on dit Contour Global, c'est les Damipi, Barké, Faure Gnassingbé qui sont derrière. Et donc, dans le processus de l'installation de Contour Global a pris en charge les études des enfants de Damipi aux États-Unis. Pendant qu'on installait la société payait les études des enfants de Damipi aux États-Unis. Donc, c'est eux qui ont signé le contrat de Contour Global qui est un contrat désavantageux pour l'État togolais, pour les contribuables togolais, pour la société. Que la société consomme ou pas la production de Contour Global, elle doit verser à Contour Global chaque mois 1 milliard. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans des lives. Et Damipi lui-même, il a ses commissions là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Quand il a terminé cette mission là-bas, pour son patron Faure Gnassingbé et Barké, on l'envoie à l'autorité de régulation de l'énergie. Vous savez qu'il y a une autorité de réglementation de l'énergie. Pardon. Qui est une autorité assez importante. Regardez la résidence de Damipi là-bas à Toxi ou bien à Balipedo là. Vous allez voir sa résidence. Si vous passez là-bas, dans la zone de M. Aïdam de Unir qui est décédé là, sa résidence est là-bas. Vous allez voir la résidence. Un souterrain, il a tout là-bas.
Donc, il est parti de là, il est allé à l'autorité de réglementation de l'énergie. Je ne sais même pas comment ça s'appelait avant, autorité de réglementation du secteur de l'énergie, un truc comme ça. Là aussi, ils ont fait toutes les magouilles pas possibles. AT2R, bon, je ne sais pas, autorité de réglementation, voilà. Pas possible. Les magouilles. Même en étant ministre de l'énergie, il avait toujours sa main sur la sûreté. Quand il est passé au niveau de l'autorité de réglementation, il a toujours sa main sur la sûreté. C'est toujours lui qui tirait les ficelles à la sûreté. Ces gars étaient là-bas, c'est lui qui donnait les ordres dans l'ombre. Quand il a fini de faire les dégâts à l'autorité de réglementation, Faure l'a nommé conseiller à la présidence. Vous entendez? Faure l'a nommé conseiller à la présidence. Et de la présidence, il est devenu le directeur adjoint de la CEB actuellement. Je pense qu'il est le patron en second aujourd'hui de la CEB. Et donc ce monsieur qui était un simple agent de la CET, en 15 ans est devenu multimillionnaire, sinon milliardaire. Juste en gérant une société publique et un ministère. Et personne ne l'inquiète, il est à Lomé. Personne ne l'inquiète, il est à Lomé. Nous, beaucoup d'Amipi, je vous ai dit que le parti UNIR a un partenariat avec le Parti communiste chinois. Le parti UNIR a un partenariat avec le Parti communiste chinois. Ils vont souvent en Chine avec leur partenariat. La seule chose que les gens de UNIR n'ont jamais appris en Chine, c'est la lutte contre la corruption. Parce qu'en Chine, au Parti communiste chinois, la corruption c'est peine de mort. Tu as beau être n'importe qui, on te juge publiquement, on te condamne, on t'exécute. Mais les gens du NIR qui sont en partenariat avec le Parti communiste chinois, ils n'ont jamais appris cette partie chez les Chinois. La seule chose qu'ils apprennent chez les Chinois, c'est conserver le pouvoir, ad vitam aeternam. Mais la lutte contre la corruption, ils font comme ils ne voient pas. Les Chinois sont intraitables sur les questions de corruption, en tout cas concernant les cercles du pouvoir. Les gens sont jugés publiquement, ils sont exécutés. Mais si d'aventure, ou si par malheur, le parti uni choisissait de lutter contre la corruption, le peloton des condamnés à mort va quitter Lomé jusqu'à Saint-Cassé. On va les exécuter pendant une année. Après, il n'y aura plus aucun militant parce que tous sont pourris. Ils sont tous pourris. C'est comme j'ai dit, le jour où Faure Gnassingbé va convoquer une réunion de lutte contre la corruption dans l'UNI, il n'y aura personne qui va se présenter, y compris lui-même. Donc, la seule chose que les gens du NIR n'ont jamais appris chez les Chinois, c'est comment lutter contre la corruption. Mais ils sont en partenariat avec le Parti communiste chinois. Ils vont en Chine. Ils vont regarder la Chine. Donc, des gens comme Damipi, dont les enfants sont aux États-Unis, ils possèdent des résidences là-bas, alors qu'il était un agent de la sûreté, avant d'être directeur. Ces gens-là, ils ont fait énormément de mal au secteur de l'énergie. Ils ont énormément fait du mal au secteur de la sécurité. Et c'est nous qui payons tout ça aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas assez de mots durs pour décrire cet individu. Et son protecteur Barké, derrière, il y a Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, Damipi, il est conseiller à la présidence. Deuxième responsable de la CEB, Adam Beto. Il est toujours dans l'énergie, en train de farfouiller. Et quand des gens de l'extérieur, des Togolais de l'extérieur amènent des projets, il y a des jeunes Togolais qui ont vu des Américains qui ont amené des projets de, comment vous appelez ça, biogaz, c'est-à-dire produire de l'énergie à partir des matières, des déchets agricoles. Vous voyez, quand on finit de récolter le maïs, tout ça là, tous les déchets là, ils ont prévu de ramasser tout ça pour produire de l'énergie. Ils ont fait l'expérience. Ils ont acheté des terrains vers Notien. Ils ont mis tout, ils ont fait des études. Ils sont arrivés au Togo. Ils ont fait des études. L'efficacité a été prouvée. Il y a eu des conférences en ligne, en Zoom. Les experts sont arrivés. Biomasse, voilà, excusez-moi. Au moment de passer à l'acte, ils ont cassé le projet. Et c'est les Damipi là qui sont à la présidence, qui sont des gens comme ça. Ils ont cassé le projet.
Et ce projet-là aurait pu alimenter la ville de Notier parce qu'ils avaient prévu au moins produire 15 mégawatts. C'est dans la zone de Notier qu'ils avaient prévu d'installer le projet. Ils ont cassé ça. Les gens qui sont aujourd'hui dans l'énergie solaire, il y a des Togolais qui se battent dans l'énergie solaire. Ils font venir des panneaux solaires. Certains montent les panneaux solaires au Togo. Ils font tout pour les empêcher de travailler avec les taxes de l'OTR à la douane. On leur crée des problèmes. L'OTR, tout ça, on les empêche de travailler. Et pourtant, nous n'avons pas l'énergie. Nous n'avons pas l'énergie. Au moins, on a le soleil. On a les Togolais qui ont la technique, qui ont l'intelligence pour pouvoir produire les panneaux solaires ou les importer, pour permettre au moins d'avoir des panneaux solaires dans les villages. Ils ont mis les taux. Normalement, c'est un secteur qui doit être frappé de moins de douane. Les frais de douane dans ce secteur doivent diminuer pour permettre qu'on distribue partout dans les villages les panneaux solaires pour permettre aux gens ne serait-ce que d'avoir l'énergie. En 2025, la lumière, ce n'est plus un luxe. Mais l'OTR est en train de couler ces entreprises-là. On a un jeune de Dapaon qui produit des plaques solaires. Vous avez vu peut-être le documentaire, le reportage sur ce jeune-là dans Brut. Il y a un jeune de Dapaon qui produit les plaques solaires. En temps normal, ce jeune homme qui n'a pas fait de grandes études, qui était un autodidacte, qui produit des plaques solaires, l'État devait le récupérer et mettre à la disposition de ce jeune homme les enseignants de NC, tout ça, pour produire en capacité les panneaux solaires pour alimenter certains villages. Nada, zéro. Les Damipi sont les conseillers en énergie de Fond Nassimé. La question est de savoir quel conseil il lui donne. Aujourd'hui, la société a coulé parce que non seulement il y a la fraude, telle que l'a décrit M. Amouzou Preto, il y a toute la gabégie de la gestion, les avantages induits au personnel même de la société, il faut qu'on en parle. Vous savez que les personnels de la société, ils ont certaines franchises en termes de dotation d'électricité. Ils ne payent qu'un taux aléatoire ou forfaitaire. Donc, c'est aussi un réseau, c'est aussi un circuit, c'est aussi une faille qui permet aux agents de la société de faire des fraudes. Il y a des gens qui ont installé en leur nom des compteurs sur leur deuxième maîtresse, leur copine, leur troisième maîtresse, les amis, ils prennent l'argent. À partir de cette faille-là, à partir de cette faille qui consiste à ce que les gens de la société aient des avantages liés à leur appartenance à ces sociétés-là, les gens ont conçu, les gens ont loué des maisons à leur maîtresse, à leurs frères, à leurs cousins. Les gens sont allés même prendre des noms d'autres personnes. Ils ont enregistré les compteurs en leur nom. Eux, ils prennent l'argent. Ça se trouve aussi à la société. Quand vous situez la part de responsabilité des autorités, il faut situer la part de responsabilité des citoyens. C'est comme ça qu'on est objectif. Il y a des gens qui m'ont dit une fois que oui, Air Afrique était une belle compagnie, mais les Français ont fait ceci pour couler ça parce qu'ils voulaient faire passer Air France. J'ai dit oui, mais nous aussi on est responsables. Quand on a dit que Air Afrique là, c'est pour les Africains et que les gens avaient des possibilités de voyager avec des forfaits, les gens mettaient leur famille, leurs enfants, tout. Hein? Ils payaient les billets à 50 000, Lomé-Paris, ils venaient. Ils mettaient les nourritures dans la soute, tout pour venir vendre. Conséquence, la société a écoulé Air Afrique, Kaka. C'est ça la gestion que nous faisons de nos sociétés. C'est la même chose dans la société. Les agents de la société aussi sont responsables de ça. Si demain la société ferme, mais vous êtes aussi responsable. Parce que ce qu'on appelle Fiohabenu, c'est pour l'État. Donc les gens pensent que comme c'est pour l'État, il faut l'utiliser. Et si ça se gâte, on s'en fout, c'est pour l'État, c'est pas pour moi. Fiohabenu. Donc, on s'en fout. Mais vous allez perdre vos boulots. Vous allez perdre vos boulots. Vous allez perdre vos emplois. Donc, il y a tous ces gens-là qui fraudent les compteurs qu'on a arrêtés. Le jeune homme qui a détecté un fraudeur de compteurs à la présidence, dont j'ai parlé dans un live là. Vous savez qu'il a été décoré le 27 avril. Il y a un jeune homme, un agent de la société, qui a arrêté, qui a détecté une fraude organisée par un responsable de la présidence, un fonctionnaire de la présidence. Et le fonctionnaire s'est fâché, on a arrêté le jeune homme. On l'a gardé à la DCPJ.
Vous savez que le jeune homme là, l'agent de la société, il a été décoré pendant le 27 avril. Mais quelqu'un qu'on a arrêté, qu'on a déposé à la DPJ, le président va le décorer après. Maintenant, celui qui a fraudé le compteur, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il est toujours à la présidence. Il y a une jeune dame qui est l'agent de la société à Kara, hein, dont la maman est adjointe au maire là-bas. C'est une grande dame à Kara qui est très influente, qui est la présidente des femmes au grand marché de Kara, qui a une boutique qu'on appelle Elino, qui est maire adjointe. Sa fille qui travaille à la société, à un restaurant. Les agents de Lomé sont partis à Kara faire un contrôle. Elle a fraudé le compteur 5 millions. On lui a fait une amende de 5 millions. Elle a refusé de payer. Sa maman a tempêté. Elle est allée à la société faire du bruit. Elle a refusé de payer. Ils sont revenus faire un second contrôle. Elle a toujours trafiqué encore. La société a été obligée d'emporter le compteur. Aujourd'hui, elle prend le courage chez le voisin. Vous avez des cas comme ça partout dans le pays. Les gens qui ont fraudé, qu'on a arrêtés, et on a dû les laisser, il y a des influences, on a menacé les gens. Donc, dans ces conditions-là, comment voulez-vous que la société ne tombe pas en faillite et qu'aujourd'hui, on répercute ça sur les Togolais? Pour finir, est-ce que Faure Gnassingbé a l'obligation de nommer 2 ministres de mines et de l'énergie alors que la société est en faillite? Vous savez que le ministère des Mines et de l'Énergie a 2 ministres. Il y a le ministre principal qui est Robert Eclos, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, en tout cas c'est un Eclos. Et il y a le ministre délégué, Kakati, qui lui-même était précédemment directeur de la société. Quelle est cette façon de gouverner un pays où on ne peut pas capitaliser les maigres ressources qu'on a et on nomme 2 ministres dans un ministère qui est en faillite? Sachant que quand on nomme 2 ministres, c'est des avantages indus. Donc Robert Eclos, il ne va pas payer l'électricité, il aura une voiture de fonction, il aura les bons d'essence, la société va lui donner des bons d'essence. Kakati, pareil, il va avoir une voiture de fonction, il va prendre une voiture à la société va payer son courant, va lui donner des bons de carburant. Donc c'est des charges pour l'État. Vous savez que la société est en faillite et qu'on va presser les Togolais de payer quand vous créez un Sénat qui est budgétivant, quand vous payez des députés ou des sénateurs qui vont rester là, ne rien faire. Vous savez que le pays est en difficulté et vous augmentez le nombre de députés. Vous savez que le pays est en difficulté et vous organisez des sommets inutiles à Lomé. Quand vous êtes en train de faire médiation à la RDC, vous amenez les anciens chefs d'État qui paient les factures. Donc, chers compatriotes, voilà ce que moi j'ai à dire sur la société. Sans oublier que les Gnassingbé ont pris des marchés là-bas qui n'ont jamais exécuté. Ils ont pris des milliards sans exécuter les marchés. Gnassingbé, c'est aussi un autre cas. C'est aussi je ne sais pas comment dire ça, un pourfendeur de la société. Je ne sais même pas comment dire. C'est les gens qui ont mis la société à genoux. Gnassingbé, ils prenaient des marchés là-bas. Transformateurs, je ne sais pas, compteurs, tout. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Qu'on nous dise que le Togo qui a eu un ministère de l'économie numérique, on ne peut pas trouver des jeunes pour concevoir des logiciels, pour suivre les factures. Au Ghana, on est en train d'introduire le suivi des factures sur les téléphones. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu es citoyen ghanéen, ils ont commencé les expériences. Tu peux avoir ton téléphone et tu suis ta consommation. Comme ça se passe en Europe. Avec certains prestataires. Tu as ton téléphone, tu suis ta consommation. Et tu sais comment la réduire quand ça ne va pas. Ils ont commencé par installer ça sur les téléphones des gens au Ghana. Pour que les gens suivent leur consommation. Au Togo, nous sommes encore au temps des ancêtres, au précambrien. Où il faut que l'agent de la société porte sa blouse pour venir sonner chez toi, rentrer dans la maison pour relever la facture. L'agent de la société va porter son casque, sa blouse bleue, et il vient sonner chez toi. Il va venir regarder, il va dire bon, tu veux. Et il le sait, avant qu'on ne sorte la facture. Nous sommes au temps préhistorique. Alors que nous sommes à l'ère du numérique. Les gens ont leur facture ou suivent leur consommation sur leur téléphone. Les Ghanéens ont commencé par faire l'expérience. Au Togo, c'est la bouche.
C'est un pays sans vision, rien du tout. Donc, chers compatriotes, ce qui arrive à la souhaiter et qui oblige aujourd'hui l'État à augmenter la facture, c'est la mauvaise gestion. Il n'y a rien à ajouter. Et si l'État décide de mettre fin à la corruption dans la gestion de la sûreté, si l'État décide de faire un audit du secteur, du réseau, et de détecter tous les voleurs, les fraudeurs de compteurs, l'État ne sera pas obligé d'augmenter le coût de l'électricité, comme l'a dit M. Amoujou Peto. Et je suis d'accord avec lui. Son diagnostic est juste. Si Fon Yassingbe paye ses factures et qu'on ne répercute pas ses factures pour comme un manque à gagner la sûreté ne serait pas en difficulté. Si les ministres en fonction payent leurs factures normalement, on n'aura pas de problème. Si les casernes militaires payent les factures, on n'aura pas de problème. Si on rationalise l'usage de l'électricité dans les casernes militaires, on n'aura pas de problème. La République providentielle est finie depuis des années. La République providentielle est finie depuis des années. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire aux Togolais. Sans oublier que quand la facture de la sûreté va augmenter, l'eau va augmenter, la facture de l'eau va augmenter. Parce que c'est avec l'électricité qu'on va pomper l'eau, même si vous avez un forage. Il y aura des problèmes dans les foyers. Les gens qui sont en location, les propriétaires vont augmenter les coûts des compteurs additionnels. Les gens qui dépendent des araignées. Les gens qui dépendent des araignées. Là où celui qui a amené le compteur vous vend l'araignée à 250 francs le kilowattheure ou bien 150 francs le kilowattheure, il va l'envoyer à 300 ou 350. C'est des problèmes pour les citoyens. C'est des problèmes pour les citoyens. Maintenant, ceux qui utilisent le courant pour faire tourner les petites usines, comme les fabrications du pain, les fabrications de je ne sais quoi, le coût va augmenter. L'impact est inimaginable. On rentre dans une période où la vie chère va se rebattre partout. Déjà que l'inflation au Togo est très énorme. Donc, les gens de la diaspora qui sont là à soutenir le régime, vous avez vos maisons à Lomé. Vous avez transformé certains en appartements meublés. Vous allez payer au même coût que tout le monde. C'est bon? Je pense que vous êtes contents aussi. Puisque vous dites que Fon gouverne bien le pays. Maintenant qu'il a augmenté les frais d'électricité, vous aussi vous allez payer ça pour vos maisons que vous allez laisser à Lomé, qui vous servent d'appartements meublés. Tout le monde va payer la facture. On n'a pas mis les gens du NIR de côté. Donc, les amis, je pense que voilà la situation, voilà ce que moi je peux dire sur la sûreté. Et ce n'est qu'une mobilisation des Togolais qui peut obliger ce gouvernement à rendre compte. Normalement, avant de procéder à cette augmentation, on devait faire un audit et mettre l'audit à la disposition des Togolais pour qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi nous devons payer pour les autres qui ont mal géré. Mais ça n'a pas été fait. On vient, on augmente le coût de l'électricité et puis on dit aux députés d'aller défendre ça sur les médias. Et la semaine prochaine, vous allez voir les députés vont se promener sur les médias, même des journalistes pour défendre ça. C'est ça ce que le Togo est devenu. Donc, en absence de syndicats, en absence de contre-pouvoir, en absence d'associations efficaces de consommateurs, le peuple est abandonné à lui-même. Depuis que ça se passe là, vous avez vu un syndicat réagir? Vous avez vu un syndicat se lever? Vous avez vu des gens dire non, nous ne sommes pas d'accord? Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui. On a passé un bon moment ensemble. Je pense que on a dit l'essentiel. Et dimanche prochain, on va continuer. Et je ne sais pas si au niveau de la technique, il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, bon, on va passer à autre chose. Je pense qu'on a dit l'essentiel aujourd'hui. Et voilà. Je ne vois pas de questions. Voilà. Damipi. Voilà. Il semble que Damipi est le président de l'Ordre national des ingénieurs. Voilà. Après avoir organisé tout le pillage
Et ils ont toujours un endroit où ils vont se caser. Il est DG adjoint de la CEB. Il est le président de l'Ordre national des ingénieurs. Posez-vous la question de savoir, depuis qu'il est le président de l'ingénieur, il a fait faire quoi? Il a fait quelle évaluation? Vous avez vu l'état de la vie de Lomé? C'est comme le Togo n'a pas d'ingénieur. C'est ça. Donc c'est les postes là qui les intéressent pour influencer les gens et prendre des décisions. Je vous dis, ce monsieur, lui, il mérite une peine de mort pour crime économique. C'est les gens qui ont foutu la merde dans le secteur de l'énergie et que nous payons aujourd'hui. Tout ce que vous voyez là, tous les projets qui sont tombés à l'eau, les centrales Kekeli, les quoi là, c'est eux qui sont derrière tout ça. Et ils se sont enrichis à une vitesse exponentielle. Si les Togolais eux-mêmes ne décident pas de prendre leurs responsabilités, tant mieux. Si vous voulez payer la facture, payez. À un moment donné, un peuple qui subit, à un moment donné, il faut savoir dire non, ça suffit. Mais si vous n'êtes pas capable de dire non, c'est que vous pouvez subir. Donc, continuez pas à subir. Continuez pas à entretenir fort comme un roi. Il a droit à tout et le peuple n'a rien. Il a droit à rien. Il n'a pas le droit de nous rendre compte. Il a le droit de gérer les finances comme il veut. Il gère le pays comme il veut. Il ne nous doit rien. Considérez que c'est comme ça. Donc, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et en espérant que il y aura une lueur d'espoir. Les Togolais ne vivent plus. Ils ne vivotent même plus. Ils sont en train de mourir à petit feu. Les Togolais sont devenus des loques humaines. Vous voyez les gens, ils sont déshumanisés. Vous voyez leur visage, il n'y a pas de vie en eux. C'est des gens qui souffrent. Vous les voyez physiquement. Vous sentez que c'est des gens qui sont en train de mourir à petit feu. Ils ont, je ne sais pas comment dire ça. Excusez-moi. Vous voyez, dans leur regard, ils ont une vie évanescente. Le Togolais est devenu quelqu'un qui meurt à petits coups. Et il préfère mourir que de se battre pour la liberté. Il préfère mourir que de se battre pour ses droits. Il préfère mourir que de dire non en toute dignité, je ne suis pas d'accord. Vous savez ce qu'on nous fait subir tous les jours et on continue? Tous les jours. On écrit toujours quelque chose, on invente toujours quelque chose. Parfois, je vois même des choses qu'on écrit, je dis, mais je ne savais pas que j'étais aussi puissant que ça. Que j'ai les yeux partout. Que je suis capable d'écrire une tribune, que Nyakate va signer, tout ça, on raconte des histoires, tant que dit que. Peut-être que demain, ils vont dire que ce que Amouchoupeto a écrit là, que c'est moi qui ai écrit ça. Mais on continue. Parce que la liberté n'a pas de prix. Nous devons nous battre pour notre pays. Nous n'avons plus de pays. Tout le monde se moque de nous. Nous sommes la risée du monde. C'est pour ça que j'ai interpellé les francs-maçons. Parce qu'eux, ils ont un réseau d'influence dans tous les secteurs du pays. C'est pour ça que je les interpelle. Non pas parce que je leur en veux particulièrement. Mais ils ne peuvent pas rester là les bras croisés en train de voir le pays s'effondrer. Sinon le pays est déjà effondré. À quoi ressemble aujourd'hui le Togo? Dites-moi, le Togo ressemble à quoi? À rien du tout. Moi, j'écoute les hommes d'affaires qui disent que Ferdinand, il n'y a plus rien au Togo. Tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt, rien ne marche. Tu commences quelque chose, rien ne bouge dans le pays. Si nous décidons de ne rien faire, voilà, on restera comme ça, on va mourir les uns après les autres. Il y aura le nouveau cimetière, ils vont nous enterrer. Il ne se passera rien. Donc, à nous de décider, se défaire du monarque ou laisser le monarque continuer par prendre notre vie jusqu'à ce que la sienne ne s'en aille. Se défaire du monarque ou laisser le monarque continuer par prendre notre vie. C'est à nous de choisir. La liberté n'a pas de prix. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je salue au moins les 5000 personnes pratiquement qui étaient sur TikTok. On était presque 5000. C'est quand même assez énorme.
Sur YouTube, on doit être un nombre conséquent puisqu'on n'avait pas Facebook aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tantôt, on espère que le dimanche prochain, on va retrouver une de nos pages Facebook et que, bon, tout le monde sera servi. Et nous allons continuer ce travail de conscientisation, ce travail d'information. C'est surtout ça, c'est ça qui fait très mal. C'est pour ça qu'ils vont payer des gens un peu partout en Inde, au Bangladesh, des experts pour nous attaquer, détruire nos pages. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des gens préparés. 1000 fois, ils vont détruire nos pages. 1000 fois, on va créer de nouvelles pages. On va faire des débats. On va informer les Togolais. On va apporter la vérité aux Togolais pour qu'à un moment donné, les Togolais puissent se décider de régler définitivement cette histoire-là. Et je m'adresse aussi aux militaires. Vous aussi, vous allez payer aussi l'électricité. Vous qui avez loué dans les quartiers, vous allez payer aussi le coût de l'électricité. Vous qui tapez sur les civils, vous qu'on envoie frapper les gens, vous qui menacez les gens, vous allez payer aussi le coût de l'électricité. Les frais de unir, vous grincez les dents dans l'ombre. Il y a beaucoup parmi vous qui bourdonnent. Mais sortez pour parler. Parlez comme Mme Nyakade a parlé, elle est courageuse. Parlez comme M. Amouzoupéto. Il n'est pas d'uni, mais il a parlé. Parlez comme M. Baouyema. Vous avez vu M. Baouyema qui a sorti aussi, je ne dirais pas un brûlot, mais un document assez riche. M. Baouyema, c'est un Togolais qui est d'un certain âge, qui est tranquillement dans sa ferme dans le Toufelkou là-bas, à Ténéga, qui a sorti un très bon document. Il a l'habitude de sortir des documents, je vois souvent ces documents, mais qui en a sorti un dernier qui est aussi assez intéressant, que j'avais envoyé à mes amis du live de Mila la dernière fois, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de passer ce document. Moi, je n'ai pas le temps de le passer. Un très bon document qui a fait le diagnostic de la gestion des fonds Nassibé et qui nous a fait des révélations. Cherchez ce document, vous allez la voir. Je l'ai envoyé à certains. Monsieur Baouyema, il est à la retraite, il est cultivateur. C'est un monsieur d'un très grand niveau qui écrit souvent des tribunes qui interpellent Fonds Nassibé. Il a sorti un très, très, très bon document qui a fait en quelques 2 pages le bilan et en interpellant les cadres de la région de la Kara, notamment les Bawara, les Bodjona, tous ces gens-là, il les a interpellés pour leur demander est-ce qu'ils sont heureux de voir l'état dans lequel le Togo est. Il a déconçu leur discours mensongers, il les a déconçus point par point. Donc, nous devons nous réjouir que au Togo, il y a quand même des hommes de valeur qui commencent par prendre la parole, qui prennent la parole, qui prennent le risque. C'est pour ça que je salue tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, quel que soit ce qu'ils ont comme qualité ou c'est pas quoi ou défaut, qui travaillent tous les jours à conscientiser les Togolais. Et moi, je les salue parce qu'ils font un travail de conscientisation qui va payer demain. Moi, je les salue parce qu'on a 8 millions de Togolais. À peine peut-être 5 ou 7 ou 8 personnes, 10 personnes prennent la parole publiquement. Donc il y a ceux qui font les audios tout le temps comme les Ali Camus et qui prennent le risque de dire des choses. Il y a les gens de la liberté, il y a les Milaway, il y a tous ces gens-là qui font des lives. Même si parfois il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est les gens qui ont le courage de dénoncer les choses avec les mots tout crus. Nous devons passer par là. Aujourd'hui, les artistes, Zaka Bambo qui a ouvert le chemin, Amron qui suit, d'autres personnes. C'est l'ensemble de cette protestation-là, de tous ces gens-là qui ne sont pas d'accord, qui va provoquer un effet dans notre pays. Les gens sont conscients que le pays est malade. Les gens sont conscients que le pays est à terre. Mais les courageux pour le dire, ils ne sont pas nombreux. Donc nous devons continuer par le dire. Pas le clamer fort, pas dénoncer les voleurs, les assassins, ceux qui sont en train de compromettre l'avenir de toute une nation. Les compatriotes du Canada, je vous dis, organisez-vous. On doit traquer les biens mal acquis qui sont au Canada. Ça, c'est un objectif fondamental. Ce qui est en France, tout ça, ça c'est facile. Canada, on doit aller au Canada, fouiller, bêcher, refouiller. Tous ceux qui ont acheté des résidences, des appartements en leur nom, au nom de leurs enfants, au nom de leurs beaux-frères au Canada, on doit les rechercher. On doit leur mener la vie dure pour qu'ils comprennent que nulle part sur la terre, l'argent qu'ils ont détourné au Togo ne doit les rendre tranquilles. Donc, les gens qui sont de la diaspora au Togo, togolais au Canada et qui sont pour le changement, organisez-vous. Allons à la recherche des biens mal acquis. Il faut que ces gens-là, on leur démontre que autant ils ont fait mal aux Togolais,
ils ne seront pas tranquilles dans les pays où ils ont acheté des appartements pour eux, leurs enfants. Parce que un bon lobbying auprès de l'État canadien va permettre de saisir ces biens-là. C'est des biens qu'on peut saisir facilement. Il suffit juste d'argumenter. C'est des choses qu'on peut saisir facilement. Donc, il ne suffit pas seulement de parler, il faut travailler. Moi, je suis journaliste, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être... je n'ai pas le don d'ubiquité. Donc, à partir du moment où il y a des petites cellules de la diaspora partout, il faut qu'en interne, les gens s'organisent pour aller à la traque de ces gens-là. C'est aussi une partie du combat. C'est une partie du combat. Il faut aller à la traque de ces gens-là qui ont volé l'argent, qui ont privé les Togolais d'hôpitaux, de routes, d'écoles, de dispensaires et qui ont pris cet argent pour aller acheter des résidences au Canada et ils paient les impôts là-bas. Et ils ont acheté les résidences au nom de leurs enfants. Pensant qu'ils se sont dissimulés. Ils sont dans la piscine, leur dos est dehors. Il faut les traquer. C'est comme ça que nous allons équilibrer la terreur. L'équilibre de la terreur, c'est comme ça qu'on va installer ça. Donc, voilà ce que moi j'ai à vous dire. Et bavardons sur Internet, mais agissons. Agissons. Parce que nous avons le droit. Depuis bientôt 20 ans, la Suisse est en train de restituer l'argent volé par Abacha. C'est pas fini. On continue de chercher là où il a caché l'argent. L'année dernière, ils ont reversé au Nigeria des milliards de dollars de Abacha. Alors que Abacha n'a fait que 5 ans ou 4 ans pour pouvoir. Mais il a détourné autant d'argent en un temps record. Aujourd'hui, les gens sont en train de chasser sa fortune. Donc, nous devons faire de même. Nous devons faire de même. Alors aujourd'hui, mes Tchale, mes Amazones, la population togolaise se retrouve encore une fois à porter un fardeau qui ne lui revient pas. Une évasion de la CET et ce sont les foyers ordinaires, les commerçants de rue, les familles modestes qui paient le prix avec une hausse brutale de 13% sur leur facture d'électricité. C'est à se demander pourquoi toujours les mêmes qui trinquent. Pourquoi ce sont les citoyens honnêtes qui, chaque mois, alignent leur paiement sous les peines de coupure, pendant que certains, qui sont bien placés, bien protégés, bénéficient du courant sans jamais sortir un franc. Ce n'est pas seulement une injustice économique, c'est un déséquilibre social qui s'installe. Franchement, ce déséquilibre social creuse davantage l'écart entre une minorité protégée et une majorité sacrifiée. Franchement, mes Tchale, mes Amazones, il est peut-être temps qu'on arrête de faire porter aux innocents les conséquences des fautes des autres et que la lumière qu'on paie si cher aujourd'hui serve aussi à éclairer la conscience de ceux qui nous dirigent. Alors dites-moi en commentaire, mes Tchale, mes Amazones, est-ce normal que ce soit le peuple qui paie pour les erreurs de quelques-uns? Est-ce que cette augmentation est justifiée? Les gars, vos voix comptent énormément. Likez, commentez, partagez la vidéo et surtout restons éveillés parce que si on ne parle pas, personne ne le fera à notre place.